pas son nom, et vous inquiétez pas. Voilà, c'est parti. Spécial des commentaires de Primakov sur la formation du monde multipolaire publié à Moscou au début des années 2000. Ce n'est pas un hasard si ces deux éléments sont réunis dans notre conversation d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans les premières heures du 3 janvier 2026 à Caracas n'était pas simplement une opération militaire américaine de plus, c'était le premier test réel, concret, viscéral du monde multipolaire qui se construit depuis plus de 2 décennies. C'était le moment où la théorie géopolitique s'est transformée en réalité explosive, littéralement explosive, au-dessus des cieux de la capitale vénézuélienne. Lorsque les hélicoptères américains sont apparus au-dessus de Fuerteventura et lorsque les missiles ont frappé la Carlota, nous ne voyons pas seulement une démonstration de force impériale supplémentaire. Nous assistions au premier affrontement direct entre l'ordre international basé sur aucune règle, qui est le paradigme Trump 2.0, et le monde multinodal que la Russie, la Chine et tout le Sud global construisent patiemment. La capture de Nicolás Maduro, annoncée par Trump lui-même sur les réseaux sociaux, comme s'il s'agissait d'une conquête de jeux vidéo, représentait bien plus que le renversement d'un gouvernement. Elle représentait la première tentative sérieuse de tester si les BRICS sont réellement capables de protéger leurs alliés ou s'ils restent simplement un forum de discussion sans danger géopolitique. Et la réponse est venue rapidement. En quelques heures, nous avons vu quelque chose qui ne s'était pas produit depuis l'époque de la guerre froide. Une coordination directe et immédiate entre Moscou et Pékin pour répondre à une agression américaine. La déclaration du ministère des Affaires étrangères russe n'était pas simplement une condamnation protocolaire, c'était un ultimatum déguisé en communiqué diplomatique. Lorsque Lavrov a parlé de violation inacceptable de la souveraineté et a exigé des éclaircissements immédiats sur le sort de Maduro, il envoyait un message qui transcendait le Venezuela. Il disait à Washington que le temps où vous pouviez faire ce que vous vouliez dans la cour des autres est terminé. Le monde multipolaire a des défenseurs. Et la Chine? La réponse chinoise fut encore plus éloquente dans sa retenue calculée. Sun Lei, au Conseil de sécurité des Nations Unies, n'a pas seulement condamné l'action unilatérale américaine, il a articulé une nouvelle doctrine qui pourrait bien devenir le principe fondateur de la résistance du Sud global. La souveraineté n'est pas négociable et la libre navigation inclut la libre navigation des idées et des modèles de développement. Mais nous arrivons ici au cœur de la question qui importe vraiment. Ce qui rend cette crise vénézuélienne différente de toutes les autres interventions américaines des dernières décennies, ce n'est pas la brutalité de l'opération, ce n'est même pas la capture d'un chef d'État élu. Ce qui rend cette crise historique, c'est le fait que, pour la première fois depuis 1991, il existe une alternative réelle au pouvoir américain. Lorsque Saddam Hussein a été capturé en 2003, lorsque Kadhafi a été lynché en 2011, lorsque tant d'autres dirigeants ont été renversés par les changements de régime américain, le monde était fondamentalement unipolaire. Il n'existait pas d'alternative institutionnelle, financière ou militaire au système dominé par Washington. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Le Venezuela peut avoir perdu Maduro, au moins temporairement, mais il reste membre observateur des BRICS. Il reste un maillon fondamental dans la chaîne énergétique qui relie l'Amérique latine à l'Eurasie. Il reste une pièce sur l'échiquier géopolitique qui compte maintenant plusieurs joueurs avec une capacité réelle. Et nous entrons ici dans le territoire fascinant de la dialectique géopolitique qui se déroule en temps réel. Trump pensait appliquer la doctrine Monroe 2.0, celle-là même qui est explicite dans la nouvelle doctrine de sécurité stratégique américaine. L'hémisphère occidental est à nous et nous faisons ce que nous voulons. Mais pour comprendre la profondeur de l'erreur stratégique américaine, nous devons analyser non seulement ce que Trump a fait, mais ce qu'il n'a pas réussi à prévoir. L'opération à Caracas a été planifiée avec la mentalité des années 1980, quand une démonstration de force militaire suffisait à intimider n'importe quel pays de la région. Ce que les planificateurs américains n'ont pas calculé, c'est l'effet domino que cette opération aurait sur toute l'architecture du pouvoir mondial. Chaque mouvement militaire américain est maintenant immédiatement reflété par des contre-mesures russo-chinoises. Chaque sanction économique est contrecarrée par des alternatives financières du Sud global. Chaque tentative d'isolement diplomatique est neutralisée par les réseaux multilatéraux des BRICS. C'est comme jouer aux échecs contre un adversaire qui peut déplacer plusieurs pièces simultanément, alors que vous êtes limité à un mouvement à la fois. Et le pire, c'est que Trump n'a même pas réalisé qu'il joue un jeu différent de celui pour lequel il s'était préparé.
Bonjour à tous, je suis le docteur Mearsheimer, analyste des relations extérieures et des affaires géopolitiques. Trump a mal calculé. Il n'a pas réalisé... Alors, vous avez compris que, comme dit monsieur Mearsheimer, aujourd'hui les États-Unis ne s'attaquent pas à un pays en fait. C'est à l'ensemble d'un réseau. C'est-à-dire que le monde qui est construit aujourd'hui n'est plus un monde où les pays se démerdaient seuls dans leur coin. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas juste de signer, comme avant, d'avoir un accord de défense avec la Russie et la Chine, et puis derrière, tu roulais ta bosse, quoi. Non. Aujourd'hui, les pays, en fait, ont créé une sorte de réseau, une sorte de toile d'araignée. Toute vibration qui va naître dans un endroit de la toile va résonner sur l'ensemble des maillons de la toile, en fait. Donc la vibration que vient de créer Trump au Venezuela va avoir des résonnements dans l'ensemble des pays des BRICS. Ça veut dire que l'ensemble de ces pays-là vont bouger, c'est-à-dire vont se mouvoir sur le plan économique, sur le plan monétaire, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, en même temps, pas forcément dans la même direction, mais avec un but commun qui est celui de neutraliser les États-Unis. Et ça, cette architecture mondiale multipolaire, ça n'existait pas avant. Et ça, c'est un changement fondamental. On écoute la suite. Trump a mal calculé. Il n'a pas réalisé que le Venezuela de 2026 n'est pas le Guatemala de 1954 ou le Chili de 1973. Le Venezuela de 2026 est inséré dans un réseau de relations qui transcende l'hémisphère américain. Il est connecté à la nouvelle route de la soie. Il est intégré au système financier alternatif que la Russie et la Chine ont développé. Il est protégé par une architecture de sécurité collective qui n'existait tout simplement pas pendant la guerre froide. L'ironie historique. Alors, architecture de sécurité collective. Ça, c'est une phrase que vous devez maintenir dans votre esprit. Une architecture de sécurité collective. Là, c'est pas l'OTAN, là. Hein. C'est-à-dire, c'est pas, on n'a pas recréé un OTAN, non. L'OTAN, c'est que militaire. Là, vous avez un monde parallèle qui a été créé et qui a exclu l'ensemble des pays occidentaux. Ce monde parallèle s'appelle les BRICS. C'est pas juste une alliance pour faire du commerce, c'est pas juste un groupement d'intérêts, non, c'est plus que ça. C'est les systèmes de paiement, c'est une architecture diplomatique commune, c'est comment dire ça? C'est une diplomatie commune, c'est des logiciels de transactions internationaux dans lesquels, au travers desquels, aucun pays occidental ne fait du commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les BRICS s'échangent des produits et de la marchandise sans que les occidentaux, européens comme américains, ne puissent savoir qu'est-ce qui a été changé, quand, quelle quantité, pour qui, par qui et à quel prix. Ils n'en savent strictement rien. Je reviens un petit peu en arrière. Quand on vous parle de logiciels de transactions internationales parallèles, bah en fait ce sont, avant si vous voulez, il y a encore quelques décennies, tous les pays du monde utilisaient le même logiciel. Ce logiciel c'était SWIFT. Ce qui permettait aux Américains de contrôler l'ensemble du commerce mondial. Qui a vendu quoi à qui, quand, à quel prix et quelle quantité. Bah, il se trouve que la Chine, la Russie, l'Inde et l'Iran, ils ont créé leur propre logiciel de transactions internationales qu'ils ont interconnectés et aucun de ces pays-là n'utilise SWIFT. Donc ce qui fait que les Américains, les Occidentaux, les Anglais ne savent plus du tout ce que ces pays-là s'échangent entre eux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer ? Et ça, pour les États-Unis, c'est la panique totale. Parce qu'ils ne contrôlent plus rien. Je veux dire, les Américains, quand ils achètent du pétrole à l'Arabie Saoudite, en fait, ils ne savent plus du tout aujourd'hui si l'Arabie Saoudite leur vend le pétrole au même prix qu'à la Chine. Ils n'ont plus aucun moyen de le savoir. Voilà. On continue.
alternatif que la Russie et la Chine ont développé. Il est protégé par une architecture de sécurité collective qui n'existait tout simplement pas pendant la guerre froide. L'ironie historique est délicieuse. Trump, qui se considère comme un grand stratège, vient de livrer aux BRICS le casus belli parfait pour accélérer tous les processus que Washington tentait d'empêcher. L'invasion de Caracas pourrait bien devenir le catalyseur qui transforme les BRICS d'un forum économique en une véritable alliance géopolitique. Et nous devons comprendre ici que cette transformation se produisait déjà dans les coulisses depuis des années. La nouvelle banque de développement des BRICS n'est plus seulement une banque de développement alternative. C'est une institution financière capable de financer des projets d'infrastructures stratégiques à l'échelle mondiale. Le contingent réserve arrangement n'est plus seulement un mécanisme d'urgence. C'est un système de défense financière capable de protéger des économies entières contre les attaques spéculatives. Mais ce qui fait de Caracas un moment décisif, c'est que toutes ces institutions ont été testées sous le feu réel pour la première fois et elles ont fonctionné. En moins d'une semaine, le Venezuela a reçu des lignes de crédit d'urgence qui ont garanti la continuité de ses opérations de base. En moins de 2 semaines, tous les systèmes de paiement alternatifs étaient opérationnels. En moins d'1 mois, un nouveau paradigme géoéconomique était consolidé. C'est la réalité que Washington refuse d'accepter. Alors, je vais expliquer un peu ce qu'il est en train de dire là. C'est-à-dire que généralement, quand on fait une invasion militaire comme ça dans un pays, comme les États-Unis sont en train de le faire auprès du Venezuela, généralement les Américains, quand ils faisaient ça, étant donné qu'ils contrôlaient SWIFT, ils étaient capables de bloquer l'économie du pays. C'est-à-dire que les Américains allaient dire que dorénavant, toutes les transactions provenant du Venezuela ou allant vers le Venezuela dans le monde sont bloquées. C'est-à-dire que là, les Américains avaient le pouvoir non seulement de t'attaquer militairement, mais en plus de ça, ils bloquaient l'intégralité de ton économie. Aujourd'hui, ils peuvent plus faire ça, étant donné que le Venezuela est déconnecté de SWIFT et utilise des logiciels de transaction internationales dont les Américains, dont les Occidentaux n'ont pas accès du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Venezuela est attaqué comme ils l'ont été, eh bien les opérations financières entrant et sortant du Venezuela continuent à se faire. Parce que ces opérations-là ne dépendent pas du bon vouloir des Occidentaux. Ce qui n'était pas le cas avant quand les Occidentaux agressaient un pays. Est-ce que vous avez compris ce que je viens d'expliquer dans le chat là? Vous mettez oui ou non? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? S'il vous plaît, tapotez. Bien, on continue. Refuse d'accepter. Les BRICS ne sont plus seulement une alternative théorique au système occidental, ils sont une alternative pratique, testée et fonctionnelle. Regardez les chiffres qui ont émergé dans les premières 72 heures après l'opération américaine. La Russie a mobilisé sa flotte de l'Atlantique Sud. La Chine a immédiatement suspendu tous les achats de pétrole vénézuélien par l'intermédiaire d'intermédiaires américains et a annoncé qu'elle ne reconnaît que le gouvernement constitutionnel du Venezuela, une formulation qui laisse la porte ouverte au retour de Maduro. Plus important encore, l'Iran, qui est le 3e pilier des BRICS avec la Russie et la Chine en ce qui concerne la résistance à l'Empire, a annoncé qu'il considère l'invasion de Caracas comme un acte de terrorisme d'État contre tout le Sud global. C'est la première fois que nous voyons une déclaration iranienne qui ne parle pas seulement en termes régionaux, mais en termes explicitement globaux. Donc, beaucoup de gens vous ont expliqué que la Russie a trahi le Venezuela, que la Chine a trahi le Venezuela, etc. Vous écoutez ce qui se passe réellement. Parce que en fait, l'Africain noir francophone, imbibé de religion, donc c'est-à-dire à moitié débile, s'imagine qu'en fait les relations internationales, c'est il m'a attaqué, ouais vas-y j'arrive, il est où? Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Voilà. Quand vous écoutez les lives que l'on a aujourd'hui sur TikTok, t'entends des gens mais sortir des énormités, c'est juste hallucinant. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller apprendre ce qui se passe, oui, ce gars-là, j'ai pas payé pour avoir cette vidéo. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est sur YouTube. Vous avez des gens qui ont été très très haut placés, qui sont capables de vous expliquer les mécanismes sous-jacents. Mais putain, mais prends 10 minutes, va essayer de t'instruire 10 minutes avant de lancer ton live. Mais non, les mecs, non, ils t'expliquent des trucs, mais putain, moi je suis tombé sur des lives, j'ai dit waouh. Et les mecs te sortent des débiles. Enfin bref, on continue.
Les deux membres des BRICS, qui essaient traditionnellement de maintenir une position plus équilibrée vis-à-vis de l'Occident, ont également révélé beaucoup sur la façon dont le monde change. Le silence initial de Brasilia n'a pas duré même 24 heures. La pression de l'opinion publique brésilienne, combinée à la réalité géoéconomique que le Brésil ne peut pas se permettre d'antagoniser ses principaux partenaires commerciaux dans le sud global, a conduit à une condamnation claire de la violation de la souveraineté vénézuélienne. Il est important de noter que cette position brésilienne représente une rupture historique dans la politique étrangère traditionnelle d'Itamaraty. Depuis la redémocratisation, le Brésil a toujours évité les confrontations directe avec Washington, préférant la diplomatie silencieuse et les coulisses. Mais ce que nous avons vu en janvier 2026 était différent. Une déclaration publique sans équivoque, alignée sur les positions de Moscou et de Pékin. Ce n'est pas seulement de la politique étrangère, c'est une redéfinition fondamentale des axes du pouvoir mondial. Et Modi, toujours pragmatique, a dit exactement ce qui devait être dit. L'Inde ne reconnaît pas les changements de gouvernement obtenus par la force. Simple, direct et dévastateur pour toute légitimité que Washington espérait obtenir pour son opération. La formulation indienne était particulièrement intelligente car elle invoquait des principes que l'Occident lui-même est censé défendre, créant une contradiction discursive impossible à résoudre. Une leçon magistrale en diplomatie asiatique. Alors que les Américains tentent de tout résoudre sur la base du pouvoir brut, les Indiens et les Chinois utilisent le discours occidental lui-même contre l'Occident. C'est l'équivalent géopolitique du judo, utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. Mais allons au-delà des communiqués officiels et des manœuvres diplomatiques. Analysons ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir mondial. Ce que nous avons vu dans les premières semaines après Caracas a été une accélération spectaculaire de processus qui étaient déjà en cours, mais qui ont maintenant acquis une urgence existentielle. Le système financier alternatif que la Russie et la Chine développaient de manière graduelle a été activé en mode d'urgence. En 48 heures, tous les actifs vénézuéliens qui étaient encore libellés en dollars ont été transférés en yuan et en roubles. En une semaine, le Venezuela a signé des accords de paiement en monnaie locale avec le Brésil, l'Argentine, oui, même l'Argentine de Milei a dû accepter la réalité géoéconomique, la Colombie et l'Équateur. Mais nous devons comprendre ici la dimension technique de ce qui s'est réellement passé. Le système de transferts interbancaires de la Russie, le SPFS et le cross-border. Bon, attendez. Hey, shooter, tu me casses les bonbons, mon frère. On met une vidéo, tu arrêtes de me faire monter des gens avec leur micro ouvert qui me cassent les trucs. Putain, mais tu peux attendre la fin de la vidéo, c'est quoi ça? Putain, vire-moi ce con-là et arrête de me faire monter les gens pendant la vidéo. Vous êtes des modos, vous êtes pas là pour foutre la merde dans le live. Putain. Interbank Payment System chinois, le CIPS, ont été connectés en mode d'urgence pour traiter toutes les transactions vénézuéliennes qui passaient auparavant par SWIFT. En termes pratiques, cela signifie que le Venezuela est devenu le premier pays à fonctionner complètement en dehors de l'architecture financière dominée par l'Occident. Bien. En gros, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que lorsque Maduro a été enlevé, et lorsque même avant que Maduro soit enlevé, lorsque les États-Unis ont commencé à avancer militairement sur les côtes sur l'espace maritime du Venezuela, en réalité le Venezuela a transféré tous ses actifs en dollars en yuan. Le Venezuela s'est totalement déconnecté des systèmes de paiement occidentaux, en tout cas pas déconnecté, mais le Venezuela s'est totalement mis à l'abri de toute saisie des avoirs du Venezuela par les Américains, en transférant tous leurs avoirs en dollars en yuan, d'accord? Et en plus de ça, le Venezuela, du fait de l'agression qu'il pressentait, ont conduit les BRICS, donc la Chine et la Russie notamment, à mettre en œuvre réellement leur système de paiement alternatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est pleinement opérationnel et le Venezuela s'en sert à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où les États-Unis peuvent saisir les avoirs du Venezuela, du pays, car tout aujourd'hui est mis en sécurité et est totalement inaccessible pour les États-Unis. Vous voyez? Comme par exemple la saisie des avoirs russes par l'Union européenne, ça les Américains peuvent pas le faire vis-à-vis du Venezuela. Ok? On continue. Bien au-delà des chiffres.
D'autres pays du Sud global ont vu qu'il était techniquement possible pour une économie de fonctionner sans dépendre des banques de New York et de Londres. La barrière psychologique de l'inévitabilité du système Je reviens en arrière un peu, pardon. Cela IPS ont été connectés en mode d'urgence pour traiter toutes les transactions vénézuéliennes qui passaient auparavant par SWIFT. En termes pratiques, cela signifie que le Venezuela est devenu le premier pays à fonctionner complètement en dehors de l'architecture financière dominée par l'Occident. Bien, ça veut dire que la crise qu'a causée Trump a obligé le Venezuela à se déconnecter totalement des systèmes de transactions internationales mis en place par les Occidentaux, et le Venezuela est devenu le premier pays des BRICS à utiliser à 100% les systèmes de paiement et de transactions internationales mis en œuvre par les BRICS. Donc le fait que le Venezuela ait fait cela, mais en plus ait fait cela avec succès, en pleine période de tension, donc de guerre avec les États-Unis, cela va rassurer les autres pays membres des BRICS à se déconnecter totalement. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les pays des BRICS avaient un pied dans le nouveau système proposé par l'Iran, la Chine et la Russie, mais avaient l'autre pied dans le système occidental. Et ben là, le Venezuela, lui, il a enlevé son pied du système occidental. Aujourd'hui, le pays est connecté à 100% dans les nouveaux systèmes de transactions internationaux, et ça fonctionne à merveille. Donc résultat, grâce à Donald Trump et à son invasion du Venezuela, bah, il y a un paquet de pays dans le monde, donc je crois à peu près 120 pays sur 196, qui vont, à mon avis, dans les semaines qui viennent, rejoindre le Venezuela, tout simplement. Surtout qu'en plus, l'agression de Trump sur le Venezuela est abominable. Je veux dire, même les pays qui étaient neutres, c'est-à-dire qui n'aimaient pas trop égratigner les États-Unis, bon, on dit là c'est trop. Donc si vous voulez, ce que Trump vient de faire, ce que les États-Unis sont en train de faire au Venezuela, bah, la conséquence, c'est que pour ce qui est des logiciels de transactions internationales ou internationaux, bah, le Venezuela vient de prouver à toutes les autres nations du monde qu'on peut parfaitement quitter définitivement les systèmes de transactions internationales ou internationaux proposés par les Occidentaux sans aucun problème. Donc en réalité, une des conséquences de l'action des États-Unis au Venezuela, mais une conséquence grave, hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où tu utilises un système de paiement alternatif et que tu ne passes plus par SWIFT, bah, ça veut dire que les Occidentaux n'ont aucun regard sur les opérations que tu fais à l'échelle internationale, sur les marchandises que tu achètes, sur les marchandises que tu vends, sur les prix, sur tes prix de vente, sur tes prix d'achat. Ils n'ont plus de contrôle, ils n'ont plus aucune lisibilité sur ton activité économique. Et ça, c'est terrible parce que plus il y aura de pays qui vont rejoindre à 100%, comme vient de le faire le Venezuela, les nouveaux systèmes de paiement alternatifs mis en place par la Chine, la Russie et l'Iran, bah, plus les Occidentaux seront totalement isolés. Et c'est un isolement qui est violent, parce que ce genre d'isolement pose un problème de compétitivité. Je veux dire, tu es un fabricant de voitures aux États-Unis. Tu achètes du pétrole à l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite va te vendre le pétrole, pas de problème. Mais comment est-ce que tu feras pour être sûr que l'Arabie Saoudite te vend pas le pétrole à toi plus cher qu'il ne le vend à la Chine? Je veux dire, si l'Arabie Saoudite te vend le pétrole 10% plus cher qu'il ne le fait à la Chine, bah ça veut dire que tu viens de perdre 10 points de compétitivité. Je veux dire, si tu es un fabricant de voitures, par exemple, bah la voiture que tu vas mettre sur le marché, de toute façon, coûtera déjà 10% plus cher par rapport à la concurrence, étant donné que tu as acheté la matière première 10% plus cher. En fait, vous vous rendez pas compte, le fait de mettre l'Occident aveugle sur les transactions internationales ou internationaux, je sais plus comment on dit, faites par des pays non occidentaux, mais pour eux c'est dramatique, c'est énorme, c'est scandaleux. Je veux dire, quand j'achète de l'acier à l'Inde par exemple, t'es un Américain, t'achètes de l'acier à l'Inde parce que tu es un fabricant
T'es General Motors. Mais comment est-ce que tu vas t'assurer que l'Inde ne te vend pas à toi plus cher l'acier qui ne le vend à la Russie? Comment tu vas pouvoir t'assurer de ça? Bah, merci Donald Trump, c'est-à-dire le fait de faire quitter les pays du système de paiement SWIFT, bah ça va mettre les Occidentaux, ça va les aveugler totalement. Comment tu vas être compétitif si tu n'es plus en mesure de t'assurer que tu achètes tes matières premières au moins au même prix que tes concurrents directs? Bah t'es mort mon gars. Tout simplement. On continue. L'impact psychologique de ce changement va bien au-delà des chiffres. Lorsque d'autres pays du Sud global ont vu qu'il était techniquement possible pour une économie de fonctionner sans dépendre des banques de New York et de Londres, la barrière psychologique de l'inévitabilité du système occidental a été définitivement brisée. C'est la partie que les analystes du mainstream occidental ne parviennent pas à comprendre. Ils pensent encore en termes de guerre froide, où vous aviez deux blocs antagonistes et une ligne claire de démarcation entre eux. Ce que nous avons aujourd'hui est quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus complexe et beaucoup plus dangereux pour l'hégémonie américaine. Le monde multipolaire ne fonctionne pas à travers des alliances rigides, il fonctionne à travers des réseaux flexibles d'intérêts mutuels. Des pays comme la Turquie, par exemple, qui est officiellement encore membre de l'OTAN, a immédiatement condamné l'opération américaine et a offert un soutien logistique pour tout effort d'évacuation de citoyens vénézuéliens. Erdogan a parfaitement compris que l'attaque contre Caracas était aussi un avertissement pour Ankara. Le Mexique, qui évite traditionnellement les confrontations directes avec Washington, a bloqué l'espace aérien mexicain pour toute opération militaire américaine liée au Venezuela. AMLO a peut-être quitté la présidence, mais la doctrine de non-intervention qu'il a établie reste vivante. Même certains pays européens ont commencé à questionner la sagesse de l'opération américaine. La France et l'Allemagne, qui évidemment ne peuvent pas se permettre de confronter Washington ouvertement, ont fait des déclarations préoccupées sur les violations du droit international. C'est peu, mais c'est significatif venant de vassaux qui normalement ne font qu'applaudir tout ce que Washington fait. Nous devons analyser ici une dimension souvent négligée de cette crise, l'impact sur l'OTAN elle-même. L'opération vénézuélienne n'a pas été coordonnée avec les alliés européens. Il n'y a eu aucune consultation préalable, aucune discussion stratégique, pas même la courtoisie d'un avertissement préalable. Trump a simplement informé l'Europe du fait accompli, comme s'il communiquait une décision domestique américaine. Cette approche unilatérale crée des fissures au sein de l'Alliance Atlantique elle-même. Les pays comme la France et l'Allemagne commencent à réaliser que le partenariat stratégique avec Washington est devenu une relation de subordination totale. Et cela pousse même certains pays européens à envisager des alternatives qui étaient impensables il y a quelques années. Le paradoxe est que Trump, en tentant de consolider le contrôle américain sur l'hémisphère occidental, pourrait accélérer la fragmentation de l'Occident lui-même en tant que concept géopolitique unifié. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que nous voyons naître en temps réel une nouvelle architecture du pouvoir mondial. Ce n'est plus le monde unipolaire des années 1990. Ce n'est même pas le monde bipolaire de la guerre froide. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas encore de nom définitif, mais que nous pouvons appeler monde multinodal. Caracas est devenu le premier nœud de ce réseau à être attaqué directement, mais en attaquant Caracas, Washington a par inadvertance activé tous les autres nœuds. C'est comme un système immunitaire mondial. L'agression contre une partie mobilise immédiatement les défenses de tout l'organisme. Et nous arrivons ici à la question cruciale. Que se passe-t-il maintenant? Trump a réussi à capturer Maduro. Il a réussi à démontrer qu'il a encore la capacité militaire de faire des opérations de ce type. Mais après, comment Washington va-t-il gérer un monde où ses actions ont des conséquences immédiates et coordonnées? Parce que la réalité est que le Venezuela sans Maduro n'est pas nécessairement un Venezuela contrôlé par les Américains. Ce que nous avons vu dans les premiers jours après l'opération était exactement le contraire. Un pays devenu encore plus dépendant de ses alliés dans le Sud global. La Russie a immédiatement offert toute l'assistance technique et militaire nécessaire pour maintenir l'infrastructure énergétique vénézuélienne en fonctionnement. La Chine a annoncé qu'elle honorera tous les contrats pétroliers existants, indépendamment de qui est au pouvoir à Caracas. On vous chante partout sur les lives que la Chine et la Russie ont abandonné le Venezuela.
Alors, Night, tu voulais réagir? Non, c'était moi, petit. Oui, monsieur Marc Arthur, vous voulez réagir? Oui, c'était moi. En fait, de ce que je vois, pour moi, ça veut tout simplement dire que les États-Unis, sans même le savoir, ou bien, je sais pas, sans le savoir, ont précipité en fait leur chute. Et dit souvent, comme dit souvent Charles Gave, pour tout ce qui est à la question qu'on avait posée à Oscar Wilde, comment est-ce qu'il a perdu sa fortune, tout doucement au début, et à la fin c'était une pente vraiment rectiligne. Et très vite à la fin. Exactement, très vite à la fin. Donc en fait, sans le savoir, là ils viennent d'activer en fait, comme on voit souvent dans les films de James Bond, ils viennent d'activer en fait le protocole fantôme, quoi. Et en fait, il a mis le doigt dans un engrenage qui va totalement avaler les États-Unis. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Oui, moi, fétiche. Oui, vas-y. Ouais, désolé, mon autre compte là a sauté, c'est pour cela que je suis montée avec celle-là. En fait, on a un président, Donald Trump, qui est déjà dans l'économie, a fait de la merde. Il a conduit plusieurs de son entreprises dans la merde. Donc, il n'a pas calculé le fait qu'il est en train de faire que même s'il capture Venezuela et qu'il prend le pétrole de Venezuela, il a oublié l'offre et la demande. Et la demande de ces choses que lui, il veut vendre dehors, ça dépend de la Chine, ça dépend de la Russie, ça dépend de tous les pays que lui, il essaye de craser, en fait. Et c'est là moi j'avais dit la dernière fois, hein, quand tu avais fait l'autre live, que j'avais dit, moi j'attends les autres réagir. Et exactement comme je m'attendais que tout le monde va bloquer la demande, en fait, de ce que lui, il veut proposer. Parce qu'il n'a rien à donner. Économiquement parlant, il est foutu. Technologiquement parlant, il ne peut rien du tout vendre. Et voilà, maintenant, il part s'accaparer de l'huile pour maintenant vendre de l'huile à l'international à son prix à lui. Mais malheureusement, il n'a pas calculé l'offre et la demande, que les autres peuvent dire que non, on n'achète pas chez toi. C'est ça son problème. En fait, non, c'est pire que ça. C'est pas vraiment, moi je suis pas d'accord avec toi. C'est pire que ça. En fait, la doctrine Monroe, je crois que c'est la doctrine Monroe. Oui, c'est ça. Dit que l'Amérique latine et l'Europe est la chasse gardée des États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crise là que nous avons au Venezuela, 90% du pétrole vénézuélien était acheté par la Chine. Le Venezuela est un gros fournisseur d'énergie à la Chine. Et Maduro, je crois que c'est cette année, a signé d'immenses contrats avec les Chinois. Je crois que la semaine dernière, ou 2 jours avant son enlèvement, ou 3 jours avant son enlèvement. La veille. Oui, la veille, il signait encore des contrats avec des Chinois, Maduro. Ce qui a rendu les États-Unis malades. Parce qu'il faut quand même se rappeler que les États-Unis contrôlaient l'ensemble du bassin pétrolier du Venezuela. Comme ils contrôlaient l'ensemble du bassin pétrolier de l'Iran. Après avoir renversé Mossadegh. Et 30 années plus tard, les Iraniens se sont révoltés, ont mis les Américains dehors et ont tout nationalisé. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons la plus grande réserve pétrolière prouvée de la planète. Les États-Unis ont cruellement besoin de pétrole, premièrement. Deuxièmement, les États-Unis ont cruellement besoin de ralentir l'économie chinoise. Alors, là, aujourd'hui, ils viennent d'attaquer le Venezuela. On n'est pas à l'abri que dans 1 mois ou 2, avec le chien de israélien hébreu, là, les États-Unis recommencent avec l'Iran. Mais l'Iran et le Venezuela, c'est les fournisseurs majeurs de pétrole à la Chine. Eh oui. Puis le Nigeria a été attaqué. Le Sénégal
Bah, le Sénégal est verrouillé, hein. L'autre est allé faire la danse du string, là, avec le président gabonais et mauritanien. Tout ça, c'est des producteurs de pétrole. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les États-Unis envisagent d'attaquer tous les produits, tous les pays producteurs de pétrole et qui ont pour client la Chine. Voilà, Iran, Venezuela, Nigeria, Gabon, Sénégal, Mauritanie. Voilà. Et maintenant, le problème, c'est quoi? En face, il y a des pays qui sont plus puissants que les États-Unis. Parce que non seulement les États-Unis veulent contrôler les pays qui sont producteurs de pétrole, donc les gisements majeurs, et les États-Unis aujourd'hui contrôlent l'ensemble des voies maritimes de la planète. Hein. Les plus de 1000 bases militaires qu'il y a dans le monde, toute la flotte militaire américaine qui contrôle le détroit d'Ormuz, qui contrôle l'ensemble des routes commerciales de la planète, le but c'est de paralyser la Chine. Alors il y a un problème. Les États-Unis ont les cartes en main, mais les cartes sont fabriquées en Chine. En d'autres termes, bah la Chine aujourd'hui, si elle arrête d'acheter la dette américaine, bah le pays est banqueroute. Les États-Unis tombent. La Chine aujourd'hui, si elle arrête de vendre des terres rares aux États-Unis, les Américains ne pourront plus produire un seul navire ou un seul avion de chasse. Ni même un seul panneau photovoltaïque. Je suis même pas certain qu'ils en font aux États-Unis. Ils en font un petit peu en Californie. Mais en fait, toutes les gesticulations de Trump, là, il veut effectivement couper l'approvisionnement pétrolier de la Chine en réponse au veto que la Chine a mis sur l'exportation des terres rares. Vu qu'ils en contrôlent 95% et qu'ils ont récemment acquis la technologie de nano-impression là sur les puces, en fait, quand Trump, il y a quelques mois en arrière, a balancé 100% de tarifs sur les produits chinois, la réplique de la Chine a été 100% d'interdiction d'exportation de micropuces et de terres rares. Et donc, oui, alors... quand il a lâché un peu de l'Est, en fait, les Chinois aussi ont lâché un peu de l'Est, ils ont dit très bien, on vous donne un an. On réautorise pendant un an. Et on réautorise seulement pour les applications civiles et commerciales, mais pour le militaire, vous pouvez toujours courir. C'est ça qui cause la gesticulation américaine à laquelle on est en train d'assister. Elle a fait savoir que elle poursuivrait les acquisitions de pétrole vénézuélien. Elle l'a fait savoir. Elle a fait savoir qu'elle honorait tous les contrats qu'elle a signés avec le Venezuela. L'Iran a fait savoir que toute l'assistance militaire nécessaire sera fournie au Venezuela dans le conflit qui l'oppose aux États-Unis. Et tu te souviens de ce que nous avions dit l'autre fois, Night? Qu'on n'imaginait pas les Américains suffisamment fous pour faire du Venezuela, pour faire ce que l'Ukraine est à la Russie, le Venezuela serait aux États-Unis. C'est-à-dire que si le Venezuela se retrouve à être armé par des puissances comme l'Iran, donc là on parle d'armement hypersonique quand même, si le Venezuela se trouve à être armé par des puissances comme la Chine et comme la Russie, le Venezuela deviendrait un parfait théâtre. Les Chinois ont besoin de tester en situation réelle leur matériel militaire. Les missiles hypersoniques, tout ce qu'ils nous ont exposé là au mois de novembre ou d'octobre, je sais plus. C'est la seule chose qui leur manque en fait. Et ben là, Trump vient, à travers le Venezuela, de dire aux Chinois, mais fournissez vos missiles au Venezuela pour qu'enfin vous puissiez avoir l'occasion de les tester sur le sol américain.
Parce que je peux te dire un truc. Ce qui manque au peuple américain, c'est un bon missile dans la gueule. Ça fait quasiment un siècle que ce peuple-là envoie des missiles dans la gueule des pays du monde entier et regarde à la télévision les destructions et les enfants pleurer. Mais moi, je verrais bien le Venezuela nous péter un barrage, je sais pas moi, dans le Kentucky, histoire qu'on voit les Américains courir, quoi. Parce qu'il y a la flotte qui arrive. En fait, pendant la crise des missiles de Cuba, c'était Kennedy qui avait dit « On ne vous autorisera pas à poser des missiles dans notre jardin ». Là, en fait, si les Russes et les Chinois posent des missiles hypersoniques au Venezuela, là, c'est plus dans le jardin, hein. C'est sur le porche. C'est devant ta porte d'entrée. C'est ça. Donc moi, je dis ceci, à un moment donné, parce que il y a une chose que nous devons quand même remarquer. Le peuple américain, lui, les Blancs aux États-Unis, là, ils en ont rien à foutre. Ils ont l'habitude. Je veux dire, on va assassiner Kadhafi, pas de problème. On assassine. En gros, on assassine qui on veut sur la planète. Le peuple américain, lui, de toute façon, ce sont pas ses enfants qui crèvent. Donc lui, en gros, il s'en tape un peu. Faut le dire quand même. D'accord ? Ils bouffent du burger, mais ils sont tout quand eux. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant le truc c'est quoi? C'est que penserait l'opinion publique américaine si les États-Unis prenaient un bon missile hypersonique sur un barrage là-bas aux États-Unis? Est-ce que vous pensez que l'opinion publique américaine soutiendrait les aventures va-t-en-guerre de leur chef d'État dans le monde? Je suis pas sûr. Je pense que c'est peut-être ce qui leur manque. Alors, je sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. Oui, je vais un peu quand même poser quelques questions qui me tarautent. C'est où sont les stratèges américains qu'on nous a vendus? Parce que moi, la petite analyse et même ce qu'on fait là, la petite analyse que moi je me fais, j'arrive pas à comprendre comment ceux-là qu'on vantait tant, CIA et consorts et j'en passe, comment ceux-là n'ont pas pu voir ce qui arrive actuellement. Comment est-ce qu'ils ont pu entrer dans ce guet-apens aussi ouvert, quoi. Ça, jusqu'à présent, j'arrive pas à comprendre. Non, mais en fait, c'est pas ça. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, et en tout cas que moi, je commence à comprendre. Il n'y a pas de stratège aux États-Unis. Chez les Blancs, en fait, même quand tu étudies l'Europe, comme on l'a fait chez les fétiches de guerre, Knight, tu pourras témoigner. Moi, je trouve pas les Blancs intelligents. Hein. C'est des bourrins, c'est tout. Nous, on a longtemps cru qu'en fait, les Blancs dominaient le monde par leur intelligence, etc. Pas du tout. C'est par la force. Je veux dire, par la brutalité. Mais je veux dire, tu serais... Mais rentre dans le bureau et écoute ces gars à parler. Moi, je vais pas parler de ma vie privée, hein. Mais moi, j'ai fréquenté des gens en France à des niveaux très très élevés, des gars super diplômés. Putain, et des fois, je disais, mais vous êtes des cons, les mecs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Et les mecs, ils se retournent, ils me regardent, ils me disent, attends, je dis, bah ouais, c'est totalement idiot. Enfin, moi, je me souviens d'une discussion avec un ami qui était ministre, hein, d'ailleurs. Il revenait d'Allemagne, c'était il y a au moins une dizaine d'années. Et on faisait du foot ensemble, hein, on se retrouvait, chaque semaine on se retrouvait, on faisait du foot. Et donc, avant, quand tu arrives un peu en avance, on discute des banalités, des trucs. Et là, il me dit, je reviens d'Allemagne, on a discuté avec les syndicats allemands, on a parlé d'économie, d'industrie, de machin, etc. Et il me dit, mais putain, les Allemands sont des cons. Et en rigolant, hein, c'est vraiment un pote que je connais depuis 18 ans, quoi. Et je lui dis, mais t'es sérieux, les Allemands sont des cons? Mais regarde leur industrie, regarde la vôtre. Lui, il était rentré persuadé, c'est dans ses propos, la France, sur le plan industriel, était plus intelligente que les Allemands. C'est un gars qui a fait HEC, hein, et qui a loupé l'ENA d'un demi-point. Hein.
Imagine-toi un truc, hein. Depuis Gamelin, donc Gamelin, en fait, c'est le chef d'état-major qui a persuadé la France De rentrer en guerre. Que le mur de Verdun, le truc ne fait pas 1 mètre de haut, suffisait à ralentir l'infanterie allemande. Ah. Et ce type-là, il était diplômé de l'école de guerre. Bah alors. Ce type-là était major de sa promotion. Et il a pondu ça, là. D'accord? Donc tu prends à partir de lui, en fait, tous les pontes qui sont sortis des académies militaires françaises, hein, quel que soit le corps d'armée. C'est des cons, les mecs. Ce sont des truffes. Et quand ils en ont un bon, ils le limogent, ou alors, ils le dégagent à l'autre bout de la planète dans une base qui n'a strictement rien à voir. Voilà ce qu'ils font. En fait, tu te demandes... Ils font exactement je finis juste sur ça. Ils font exactement la même chose parce que quand tu as un stratège, un type qui a fait l'école d'officier de renseignement américain, ce type-là, tu ne le mets jamais à la retraite. Mais il faut voir la misère qu'ils ont fait à Scott Ritter. Scott Ritter, il y a 2 ans, le FBI et la NSA ont déboulé chez lui, ont confisqué l'intégralité de ses ordinateurs et téléphones. Le type, pendant 1 mois et demi, il n'a pas pu faire de live, il n'a pas pu renseigner le public américain. Il a fallu qu'une délégation du Congrès exige qu'on lui rende son matériel. Quand ils lui ont rendu son matériel, quand il a allumé son matériel, il a vu que, évidemment, la NSA avait placé des backdoors absolument partout. Donc il a tout changé. En fait, il y a 1 an et demi, Scott Ritter n'a pas livé pendant à peu près 6 mois. C'était à cause de cette affaire-là. Juste parce que il avait un regard éclairé sur la situation des forces américaines et de la géopolitique. Donc en fait, tu prends l'Allemagne, tu prends la France, tu prends les États-Unis, c'est exactement la même chose. Tu rajoutes dessus. Imagine-toi que actuellement, au moment où on se parle, la directrice, la numéro 1 du MI6 britannique, est la petite fille d'un Zina. Bah ouais, c'est pas étonnant. C'est tous des nazis à la base. Donc on en est là, en fait. Donc c'est avec ces gens-là même au Canada, même au Canada, qu'il faut composer. Donc, alors en fait, dinguerie. cela nous ramène au propos du docteur Daniel Bale sur comment sélectionner les élites. Et quand on voit comment la Chine sélectionne les élites, et quand on voit comment les élites occidentaux sont sélectionnées, je veux dire, Donald Trump, c'est quand même pas l'homme le plus intelligent des États-Unis. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Marco Rubio, là, c'est quand même pas l'homme le plus intelligent des États-Unis à ce poste-là. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Je veux dire, tu prends l'ensemble du gouvernement américain, français, des gouvernements occidentaux, tu prends l'ensemble des gouvernements prétendument démocratiques, c'est des ploucs. C'est-à-dire la méthode de sélection des dirigeants en Occident, c'est la plus débile que l'on puisse imaginer sur Terre. Et en plus, ces gars-là sont élus pour 4 ans. On joue à quoi, en fait? On joue à quoi? Alors, en plus, Donald Trump, il y a un autre aspect des choses qu'on a oublié d'évoquer. Les élections de mi-mandat, c'est cette année, Knight. Arrête-moi si je mens. L'année prochaine. C'est pas 2026? Attends. Non, je crois que c'est l'année prochaine. Je crois pas. Cette année. Je pense que c'est fin cette année. C'est cette année. Ah, c'est cette année. Ah, merde. Oui. Moi, je réfléchis encore en 2025, pardon. C'est cette année. C'est cette année. Donc le coup au Venezuela, là, c'est pour quoi faire? Tu penses que sincèrement, le coup au Venezuela, là, c'est parce que les mecs ont réfléchi à des stratégies de machin? Non. C'est pour garder le contrôle du Congrès et de je ne sais quoi, c'est tout. Tu as tout dit. En fait, il est sur une corde très raide. Le coup au Venezuela, s'il parvient à l'amener, surtout que l'affaire Epstein, Knight, où il est trempé avec des gamines de 11 ans sur ses genoux, tout à fait. Trump, il était obligé de faire un coup d'éclat. Il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas d'autre choix. Donc, il n'y a aucune stratégie à long terme pour répondre à ta question, Marc. Je valide. Ils ne sont absolument pas long-termistes. En fait, pas du tout. Le coup au Venezuela, si jamais il le réussit, je ne vois pas par quel miracle, mais bon,
Non, non, On en non, a vu il a d'autres. déjà réussi. Non, il a déjà réussi. Parce que lui, son objectif, c'est Maduro. C'est pas le Oui. reste. De toute façon, il sera Ah, pas là ok. pour gérer le reste. Non, il sera plus là parce que il leur faut maintenant, à partir de maintenant, au moins 5 ans pour se mettre à niveau. Or, le coup que Delcy Rodriguez a fait, justement, de passer sur les systèmes SPFS, là, bah, clairement, c'est un gros ralentisseur, c'est un gros dodan qu'elle leur a Ouais, mis dans mais la face, en fait. c'est pire que ça. Non, c'est pire que ça. Je vais t'expliquer. Moi, mon avis, hein, et là, c'est personnel. Mhm. Trump, s'il faisait pas un coup comme ça, en novembre, il est mort. Aujourd'hui, aux États-Unis, on va parler de Maduro. On va plus parler de l'affaire Epstein, dans lequel il est trempé. Ben oui. C'est-à-dire que pour sauver sa tête sur le plan de la politique intérieure des États-Unis, ben il est allé tuer une centaine de personnes et enlever un chef d'État au Venezuela. Il n'y a strictement aucun plan à long terme. De toute façon, Nicolas Maduro, c'est un des hommes le plus apprécié par son peuple de la planète. D'ailleurs, les Vénézuéliens sont dans les rues, là. Ça manifeste grave à Caracas. Il n'y a C'est pas vrai qu'au que- Venezuela, un fétiche. Il n'y a pas qu'au Venezuela, même aux États-Unis elles-mêmes, hein, même aux États-Unis. Non, il n'y a non, pas non, qu'au non. Venezuela. Les seuls Vénézuéliens contents qu'ils nous montrent, c'est les Vénézuéliens expatriés aux États-Unis, justement. C'est pas ceux de Caracas. Non, Mais moi je même parle à du New York, ils ont peuple manifesté Attendez. pour Pas Maduro. d'embrouille, monsieur Marc. On parle du peuple vénézuélien au Venezuela. On s'en fout de la diaspora. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en tape que les Vénézuéliens manifestent aux États-Unis? La guerre, elle n'est pas aux États-Unis. Elle est au Venezuela. Donc la question aujourd'hui, un des facteurs clés dans les nations, c'est la population. Est-ce que le Venezuela acceptera d'être les esclaves? Le peuple vénézuélien, je parle, hein, je m'en fous de Darcy Rodriguez. Parce que pour le moment, elle fait des déclarations qui vont dans le sens de Maduro. Mais moi, j'ai pas vu des généraux limogés hein, au Venezuela pour le moment, hein, Night, hein, tu m'arrêtes. S'il y a des infos, si tu... Effectivement, il n'y en a Hein? eu aucun pour l'instant. Il n'y en a eu aucun pour Il n'y a l'instant. eu aucun général de l'armée du Venezuela limogé, alors que tous les systèmes de défense antiaériens étaient coupés. Volontairement coupés. Alors moi, je suis désolé. Moi, la Darcy Rodriguez, là, il n'y a aucune tête n'est tombée dans la hiérarchie décisionnelle militaire au Venezuela. Moi, j'ai pas confiance pour le moment. Par contre, moi, j'ai confiance au peuple du Venezuela. Et vous allez voir, et en plus, il y a quand même énormément d'armes au Venezuela. Non seulement il y a le peuple, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Iran. Oui. Et la Chine et la Russie sont capables eux-mêmes de mettre un gouvernement provisoire. Hein. Parce que pour le moment, un pays, on enlève un chef d'État, le chef d'état-major des armées, le ministre de la Défense, comment il saute pas? Comment il saute pas celui-là? Il aurait dû être le premier à sauter. Il aurait dû être le premier à être mis aux arrêts. Absolument. Comment se fait-il que le gouvernement, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, ces gars-là devraient être mis aux arrêts? Bah oui. Oui. Oui, oui, il devrait. Il devrait. Mais ils Elle sont, inclut ils sont, d'ailleurs ils Delcy font Rodriguez, partie de d'ailleurs. complot. Hein. Donc pour le moment, moi, cette histoire, le seul truc, il y a 3 éléments, moi, qui me font dire que les Américains, en tout cas Trump, lui, je ne pense pas que les États-Unis, ça l'intéresse plus que ça. Lui, il est là pour son image, il veut rentrer dans l'histoire. Là, il vient de sauver les élections de novembre. Le reste, il s'en tape, il sera pas là. Parce que finalement, c'est ça la démocratie. Tu prends la tête du pays, tu sers tes copains, parce que tout le lobby pétrolier américain ont quand même voté pour Trump, hein, c'est eux qui l'ont soutenu. Là, il leur offre le pétrole du Venezuela en échange, quand bien même ils ne maintiendraient pas le truc, bah, il leur dira, bah regardez, je l'ai fait quand même. Et dans 2 ans, il est plus président des États-Unis. Je veux dire, la suite, c'est aux autres de gérer. Lui, il a sauvé
il a sauvé les élections de novembre à venir. L'histoire d'Epstein, là, il vient de l'enterrer. Il vient d'enterrer l'affaire Epstein. En tout cas, l'enterrer au moins momentanément. Oui, c'est momentané, ça va le rattraper une fois qu'il aura terminé sa mandature actuelle. C'est ça. Moi, j'ai Donc, ça veut quand dire même... quoi Ouais. Vas-y. C'est un peu fouillis pour moi. C'était une grâce pour lui et les membres de son gouvernement. Mais une grâce de la part de qui? Ça, moi, j'aimerais que tu me dises. Ils voulaient se tirer ailleurs, on ne sait pas où. Mais une grâce de quoi? Les chefs d'accusation des Américains tiennent même pas la route contre Maduro. Non, c'est du vent. Clairement, c'est du vent. Bon, bah alors, tu vas pas demander une grâce sur du vent. T'es chef d'État. T'es dans ton pays. Tu vas demander une grâce à qui? Non, moi, ça colle pas, ça, Mike. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est encore un peu fouillis. Honnêtement, j'attends au moins cette semaine encore. Ouais, alors, l'hypothèse... Pardon, si je peux me permettre, moi c'est mon opinion personnelle. Hein. Moi je pense que Maduro, pour moi, il est sorti quand même grand haut la tête. Il a évité à son peuple une guerre. Il y a ça aussi qu'il faut voir. Non, je suis pas certain. Moi je suis pas certain. Parce que seulement le palais a été attaqué. Mais d'accord, mais quels sont les éléments qui te permettent de le penser? Parce que quelque part, il a pas tant à fuir. Il s'est rendu. Il a été pris. Qui t'a dit qu'il s'est... Non, entre se rendre et être pris, c'est pas la même chose. Je suis désolé. Bah, se rendre, tu vas, tu te rends. Être pris, c'est qu'on vient te chercher. Tu t'es pas rendu. C'est pas pareil. Ok. Donc, moi, je suis pas... moi, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. De toute façon, personne ne le saura réellement. Seul l'avenir nous dira ce qui se passe concrètement. Je sais pas. Moi, j'ai pas suffisamment d'éléments pour dire que Maduro a tendu un piège aux États-Unis en organisant sa capture. Peut-être que c'est ce qui expliquerait qu'aucun général aujourd'hui n'a été limogé. Si c'est Nicolas Maduro qui a organisé sa propre capture, que le Venezuela, la Chine et la Russie ont tendu un piège mortel aux États-Unis, c'est fort possible aussi. Bah oui, parce que moi je ne comprends pas. Ce qui me permet d'accréditer cette thèse, c'est que personne au sein du gouvernement, même pas le ministre de la Défense, n'a été limogé. En tout cas, pas à ma connaissance, jusqu'à ce soir. Aucun général... Enfin, aucune des grosses têtes de l'armée du Venezuela n'est tombée, parce qu'on enlève quand même le chef de l'État. Donc alors, est-ce que l'enlèvement de Maduro n'est pas un deal avec les États-Unis? Parce que finalement, Donald Trump, lui, il a besoin de sauver les élections de novembre, là, de cette année. Est-ce que c'est pas un deal? Est-ce qu'ils n'ont pas conclu un accord? Donald Trump, lui, il sauve ses élections à la fin de l'année. Il éteint le scandale Epstein, qui aurait vraiment pu le foutre dans la merde, voire même une destitution. Parce que Epstein, quand on lâche des photos avec Donald Trump et des gamines de 11-12 ans, dans des positions quand même très bizarres avec ses mains sur leurs cuisses et compagnie, ça peut te faire sauter. Ça c'est pas du Zelensky là avec Clinton, la stagiaire sous le bureau. Hein. Oui. Là c'est beaucoup plus grave que ça. Hein. C'est infiniment plus grave. Exactement. Et d'ailleurs, Fétiche, c'est possible que ça soit effectivement un arrangement entre Trump et Maduro, voilà, qui est une négociation, et que derrière, une fois que l'orage est passé avec les élections, le Congrès, tout ça et tout, Maduro soit remis en place. Parce que pour moi, c'est un impair qui me paraît un peu trop grotesque, hein, par rapport à tout ce qu'ont à perdre les États-Unis. Si c'est vraiment, si la première hypothèse selon laquelle, du coup, ben non, c'est un enlèvement forcé, et puis c'est comme ça, implique. Honnêtement, oui, il y a eu des bombardements, il y a eu des trucs.
Mais les Américains, ils bombardent. Quand ils bombardaient en Syrie, ils appelaient les Russes pour leur dire bon, écoutez, on va bombarder là. Prévenez Bachar el-Assad qu'il enlève bien tous les trucs parce on veut quand même pas perdre la face après ce qui vient de se passer. Bon, bah, les Russes, ils prévenaient Assad. Assad enlevait tous les mecs, le matériel, les hommes et tout ça. Les États-Unis bombardaient. Ça leur permettait de sauver la face dans le monde. Il y a eu des épisodes comme ça pendant la guerre en Syrie. Oui. Est-ce que là, aujourd'hui. Pareil pour l'Iran. Voilà. Et pareil pour l'Iran. Est-ce que là, aujourd'hui, on n'a pas, organisé un truc pour essayer de sauver la tête de Trump? Parce que je vous rappelle quand même que l'histoire d'Epstein et, le fait de rendre public les photos de Donald Trump, sincèrement, moi, j'en ai vu quelques-unes. Tu dis, waouh! Ce truc-là, c'est chaud. Ça, c'est un truc qui peut te faire sauter Donald Trump de la présidence de la République des États-Unis.